France pour cette journée consacrée au Forum des opportunités avec une conférence intitulée « Les outils de gestion des nouveaux marchés et des perspectives pour les exploitations ». Une conférence à trois voix partagée avec Mathilde Schrieb de Serre France, Martin Léchinet et Hervé Martin de l'Alliance BFC. Et je laisse tout de suite la parole à Mathilde Schrieb pour une conférence intitulée « Dans un contexte de plus en plus chaotique, comment rendre les exploitations agricoles les plus résilientes ». Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille chez Serre France sur l'analyse économique des exploitations agricoles de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on peut dire que depuis 10 ans, je ne me suis pas beaucoup ennuyée. La conjoncture n'a pas épargné les exploitations agricoles. Un contexte chaotique, c'est exactement le ressenti des adhérents de Serre France. Je vais un peu vous rentrer dans le détail de ce que j'entends par contexte chaotique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas réfléchir à la performance des exploitations comme on la réfléchissait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que c'est un peu... On a traversé les Jeux Olympiques d'hiver il y a quelques semaines. C'est un peu comme de comparer du ski de descente et du ski de randonnée. Le ski de descente, on sait à peu près la longueur et la qualité de la neige et les accidents de parcours qu'on va traverser. On est sur quelque chose de très encadré et l'idée c'est vraiment d'aller le plus vite possible. Sur du ski de randonnée, on essaye aussi d'aller le plus vite possible mais avec beaucoup plus d'imprévus. On va avoir des imprévus en termes de météo, en termes de durée, en termes d'état physique très différents, d'aléas qu'il va falloir intégrer. Et donc la performance, on ne peut pas la mesurer pareil quand on doit intégrer beaucoup d'imprévus et quand on est sur un terrain beaucoup plus balisé. Et avec les imprévus de plus en plus, les aléas de plus en plus fréquents et de plus en plus forts que traversent les exploitations agricoles, la performance, on ne va pas pouvoir la mesurer pareil. Et des repères qui étaient avant des repères pertinents vont l'être moins, et peut-être qu'il va falloir accepter de les changer, parce qu'en fait, si on s'était mis par exemple des rendements d'objectifs ou des objectifs de production qui étaient pertinents il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui, ils sont un peu dépassés. Alors, pour illustrer un peu ce que je voulais dire par un monde de plus en plus chaotique, je vais aller assez vite, mais il y a l'aspect climatique qui est peut-être le plus sensible sur les exploitations. On a un climat qui s'est énormément réchauffé. On est sur une des zones du globe où le réchauffement est le plus important, avec des effets sur l'évapotranspiration qui a énormément augmenté, et des régimes des pluies à côté de ça qui sont de plus en plus erratiques et du coup qui vont amener à des problèmes de développement des plantes importants, et donc en cascade des résultats des céréaliers d'abord, enfin de ceux qui basent leur production sur les végétaux uniquement. Donc les céréaliers, les viticulteurs qui vont être les premiers impactés, mais également les éleveurs avec la valorisation des fourrages dans notre région qui est capitale. Donc voilà, l'aspect climatique. Dans les gros aléas qu'on peut aussi connaître et qui sont peut-être moins visibles par le grand public, mais bien sensibles chez les agriculteurs, il y a tout ce qui est incertitude réglementaire. Là, je vous ai mis l'évolution du nombre de pesticides qui étaient disponibles entre 2008 et 2020. Le nombre de pesticides autorisés, de phytosanitaires, a été divisé par 2. Un autre exemple, c'est la MACF. Alors, c'est plus récent, mais ces derniers mois, on a eu plein de retours et d'annonces contradictoires sur cette règle-là. C'est un exemple parmi d'autres où on a du mal à savoir finalement quel va être l'impact sur l'achat des engrais. Et il y a un grand manque de visibilité pour les exploitants autour un des intrants dont ils dépendent le plus, à savoir les engrais. Mais il peut y avoir d'autres exemples. Les droits de douane sont aussi un exemple qui a pas mal occupé les esprits ces derniers temps sur la vente des vins, entre autres. Donc voilà, des incertitudes réglementaires. Du coup, des rendements en baisse avec un aspect multifactoriel. On a à la fois le climat qui va jouer sur les rendements. On a plutôt, les semenciers sont assez unanimes là-dessus, toujours un progrès génomique qui permettrait normalement, dans des conditions idéales, d'avoir une augmentation des rendements. Cependant, le climat, d'une part, mais aussi des choix culturaux qui sont faits par les producteurs, à savoir des contraintes économiques qui font que vous pouvez être amené à décider d'apporter moins d'intrants, des contraintes réglementaires aussi qui vous amènent à avoir moins de solutions chimiques pour produire,
et également des arbitrages, enfin des pratiques qui peuvent avoir des effets sur l'état des sols et sur la disponibilité en eau. Tout ça se conjugue finalement pour avoir des rendements qui sont à la baisse sur la région Bourgogne-Franche-Comté, et ça doit être sensible sur la Côte d'Or de la même façon. On le voit là sur les 4 principales espèces: blé tendre, orge de printemps, maïs, grain, colza. Je pense que l'orge d'hiver est à peu près sur les mêmes tendances. Donc ça vient directement challenger vos systèmes et challenger aussi les acteurs qui sont autour de vous. On peut penser au COP, parce que finalement vous avez des outils qui ont été dimensionnés pour pouvoir être rentables avec un certain niveau de production. Quand on a une baisse de rendement, finalement on a un certain nombre de charges qui vont être moins diluées, et donc des problèmes économiques à l'échelle des exploitations et à l'échelle des acteurs. J'ai aussi oublié de parler des résistances qui sont liées aussi aux pratiques des dernières décennies et qui apparaissent sur les graminées, qui sont apparues aussi sur des ravageurs et qui viennent diminuer ces rendements. Alors, dans le monde plus chaotique, il y a aussi le problème des marchés. Là, je vous ai mis un peu deux graphiques différents. Celui de gauche, il s'adresse plutôt aux céréaliers, où on a, alors en bleu ciel, je suis désolée, c'est pas très contrasté. Bleu ciel, vous avez les carburants. Vous voyez, c'est un indice, donc le principe c'est qu'on mesure la variation à partir d'une base qui était début 2020, et on voit qu'entre 2020 et 2025, ça a été un yo-yo permanent sur beaucoup de vos intrants. Donc les carburants ont été multipliés par 3 en l'espace de 3 ans, avec le phénomène de la guerre en Ukraine. Sur l'engrais, on a eu la même variabilité, multiplication par 3 en très peu de temps. Vous avez aussi une grande variabilité sur le matériel, ça semble tout petit, du coup. C'est complètement écrasé par les deux autres, mais en fait, on voit que le matériel a pris 25% en 5 ans. Donc c'est aussi un poste énorme, c'est à peu près 600 € par hectare sur les exploitations. Donc quand on prend 25%, ça a un impact gigantesque sur la production. Et on n'est pas revenu à une forme de normalité sur ces grands intrants, puisqu'on reste bien au-dessus de ce qu'on connaissait avant la crise du Covid. En fait, il y avait une inflation qui avait commencé un peu avant, avec des tensions sur ces marchés-là. En parallèle, une augmentation du prix de vos productions, mais vous voyez qu'elle a été plus timide, et que pour le coup, on est quasiment revenu au niveau où vous vendiez votre blé en 2020. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle le ciseau produit-charge, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on le verra un peu plus tard, où vous avez pu vendre mieux vos produits en ayant des intrants qui n'avaient pas encore augmenté, puis les produits ont baissé, tandis que l'inflation devenait largement sensible sur vos exploitations, donc le ciseau produit-charge se refermait. Et ensuite, c'est cyclique, hein. On peut espérer qu'il y aura un moment où le ciseau produit-charge va se rouvrir. Le problème, c'est dans quelle durée. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas sur des... Les analystes sont plutôt pessimistes là-dessus, en disant qu'il y a plutôt une surproduction à l'échelle planétaire, un manque de pouvoir d'achat au niveau mondial, qui font que le prix des produits risque de rester relativement bas, alors que le prix de l'énergie, surtout avec les conflits là, qui se sont renforcés ces derniers jours, des énergies et donc des engrais qui vont rester hauts. Voilà, donc les perspectives sont plutôt sombres quand on regarde la moyenne sur les céréaliers, et surtout, moi, ce que je voudrais rendre sensible, c'est que la variabilité est aussi une donnée à prendre en compte dans le système et qui complique beaucoup les métiers des céréaliers. Et c'est vraiment le système qui a le moins d'amortisseurs en fait pour gérer ces irrégularités. À côté, ça semble le calme plat, c'est les IPAMPA côté et les IPAP, donc les indices côté éleveurs. Vous avez en noir le matériel qui a pris à peu près la même évolution de plus 25% sur 5 ans. Alors, plus 25%, c'est l'indice des prix. Ça ne dit pas forcément l'augmentation qui a plutôt été de 35% de la charge, puisqu'en fait, c'est un matériel équivalent, mais si jamais on a besoin de plus de puissance, on veut plus de confort, ou on doit se soumettre à une nouvelle réglementation, et donc avoir un matériel qui est plus perfectionné,
Et en fait, on ne va pas comparer le même matériel. Et on va avoir une augmentation qui est plus importante que l'inflation sur le matériel. J'ai mis aussi l'aliment en jaune, alors qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui a subi une augmentation de 50% sur le même pas de temps que les augmentations de charges en grande culture, mais qui finalement est... Donc, les éleveurs ont subi une moins forte inflation de leurs intrants, et surtout les éleveurs, dans notre région, il y a un fort lien entre l'atelier élevage et la production de fourrage, la production de culture, qui leur permet finalement d'être relativement autonomes comparé à d'autres éleveurs de l'ouest de la France. Donc finalement, ça les protège de cette inflation-là, et vous verrez qu'on n'a pas eu du tout les mêmes profils de résultats que chez les céréaliers. D'autant plus que vous voyez aussi la courbe bleue, c'est l'augmentation du prix du lait de vache, et l'augmentation, c'est l'augmentation du prix des bovins maigres. Et vous voyez que finalement, les augmentations des produits des éleveurs ont largement couvert, en tout cas pour la viande, mais même pour le lait finalement, ont largement couvert l'inflation et leur ont permis d'augmenter leurs résultats dans le même pas de temps. Voilà, donc les marchés, on est déjà plus ou moins branchés sur les marchés selon la production qu'on fait, et ils sont plus ou moins volatiles selon la production sur laquelle on s'est spécialisé. Dans les autres points qui viennent un peu abonder dans l'aspect chaotique de ce que vous vivez, il y a l'aspect ravageur, épizootie. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a toujours eu des maladies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le changement climatique, la mondialisation, il y a parfois des épidémies qui voyagent un peu plus vite, ou des ravageurs, je pense aux criquets sur le colza, qui peuvent venir d'autres zones et finalement amener des contraintes supplémentaires et surtout des contraintes que vous découvrez. Donc il faut un peu le temps d'adaptation, que ce soit côté éleveur ou tous ceux qui les accompagnent, les techniciens, la recherche, ont besoin de temps pour trouver des solutions face à ces nouveaux problèmes. Voilà, ça c'est pour l'aspect un peu chaotique. Je vous le disais tout à l'heure, ça a des effets contrastés sur les exploitations agricoles. Ici j'ai mis les trois... Alors j'ai pas mis la vigne, je ne sais pas s'il y a des viticulteurs dans la salle, mais je vous ai pas mis la vigne parce que c'est un cas un peu à part. Mais ici vous avez les céréaliers en jaune, les éleveurs laitiers en bleu et les éleveurs allaitants en rouge. Et en fait ce que vous voyez, les aires colorées, c'est les produits qui sont dégagés par actifs agriculteurs, donc hors salariés, les actifs familiaux, sur une exploitation moyenne de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, en termes de produits, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, quelle que soit la production. Par contre, il va y avoir des choses assez différentes selon la production. En céréales, ce qui saute aux yeux, c'est la variabilité. On a vraiment sur ces 5 ans, 6 ans, un gros pic et un gros creux que vous avez fortement ressenti, qui sont liés finalement principalement à l'évolution des marchés, l'évolution des rendements venant l'accentuer, mais finalement ce qui varie le plus, c'est le prix des grains. Et ensuite, ce dont on se rend compte aussi, c'est que ce sont les systèmes qui ont le moins d'autres produits. Donc en violet, vous avez les aides totales, et en gris, vous avez les autres produits que les céréales et les aides. Donc on va avoir un peu de prestations, vente d'énergie, un peu d'élevage, parfois un peu de vente directe. Mais vous voyez que c'est finalement très réduit sur ce système-là. Et finalement, ces deux types de produits qui sont un peu accessoires sont beaucoup plus stables que le produit céréales. Sur les produits, dans les deux autres systèmes, on va avoir une belle courbe ascendante, avec peut-être un petit décochement en 2024 qui est dû au fait que ces producteurs font aussi des céréales. Ils ont souvent un atelier céréales plus ou moins important. Là, je vous ai mis les spécialisés, donc il n'est pas si important que ça. Il y a ensuite toute une frange de polyculteurs éleveurs dont on pourra parler dans les questions si vous voulez. Mais du coup, c'est plutôt sur ces années une belle courbe ascendante qui est beaucoup due au prix des produits, qui a été porteur en fait sur cette période-là, et qui est due à des tensions finalement sur les marchés. C'est malheureusement dû beaucoup à la démographie agricole chez les éleveurs,
qui sont peut-être les systèmes sur lesquels on a le plus de pertes d'exploitation. Et aujourd'hui, l'agrandissement des exploitations vient plus compenser la baisse d'exploitation. Donc en fait, on a une tension avec les acheteurs qui met les éleveurs dans un plutôt... qui les positionne bien dans le rapport de force et leur a permis d'avoir des prix qui étaient plus rémunérateurs que dans les périodes précédentes. Donc ça, c'est très bien pour l'éleveur individuellement. Par contre, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter au niveau collectif de cette tendance à la baisse démographique qui peut isoler et surtout et du coup avoir du mal à maintenir les outils de transformation qui sont aussi capitaux pour les éleveurs. Voilà, on note chez les laitiers la zone grise qui est un peu plus importante parce que c'est vraiment les éleveurs qui ont le plus souvent une sole en culture importante. Même si j'ai pris que les spécialisés, ça compte dans leur système. Et chez les éleveurs allaitants, ce qu'on note, c'est une plus forte proportion de la participation des aides au total des produits. À ce total des produits, il est important de comparer le total des charges, c'est la ligne noire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a eu dans la même période de 6 ans une forte augmentation des charges dans tous les systèmes, avec une plus grande variabilité encore chez les céréaliers. Les céréaliers, je vous le disais, c'est ceux qui sont le moins autonomes, c'est ceux qui ont la plus forte proportion de dépendance vis-à-vis des achats d'engrais, de phyto, de carburant, et du coup, ils vont être vraiment tributaires de beaucoup plus des aspects contexte international. Du coup, on va regarder les systèmes les uns après les autres en se demandant à chaque fois qu'est-ce qui va apporter de la stabilité à chaque système. Parce que l'idée, c'était dans un contexte chaotique, chercher de la résilience, de la robustesse, comment faire pour être moins sensible aux aléas. Et là, je vais peut-être vous poser la question. Pour vous, il y a déjà des réponses qui ont commencé à s'afficher. Mais pour vous, quelles sont les stratégies qui permettent d'aller chercher de la robustesse dans les exploitations agricoles ? Peut-être en comparant les systèmes, j'ai commencé à donner des pistes. Si par exemple, là il y a 2 mots qui se sont déjà affichés. Simplifier pour vous, ça va plutôt donner de la performance classique ou de la robustesse. Simplifier par exemple, se dire je vais plus être naisseur-engraisseur, je vais faire juste une des 2 étapes. Je vais faire que engraisseur ou que naisseur. C'est augmenter les risques. Ouais. De mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, le bon vieux bon sens de tous les œufs dans le même panier. En effet, quand on simplifie, alors on peut être plus performant ponctuellement si toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on va se spécialiser dans là où on est le meilleur. Donc ça peut être très performant si rien ne bouge. Par contre, on augmente les risques en cas d'aléa. Par contre, se diversifier, c'est des compétences supplémentaires, et tout seul, sur un seul bonhomme, ça devient compliqué. Alors là, vous touchez quelque chose d'important, en effet. Et ça, c'est un des points aussi. Être seul vous enlève des marges de manœuvre. Et du coup, quand on est seul sur l'exploitation, alors être seul, c'est plein de choses différentes. On peut être seul sur l'exploitation, mais finalement rechercher avec ses voisins ou avec des réseaux de la compétence. Parce que comme vous le soulignez, en fait, pour être diversifié, en effet, alors ça demande du temps et puis ça demande des compétences. Est-ce qu'il faut réfléchir à la diversification à l'échelle de l'exploitation ou se dire je travaille en lien avec un voisin qui est éleveur et finalement on cherche les synergies entre nos 2 exploitations? Ça permet que chacun soit bien compétent dans son domaine, mais d'aller chercher quand même de la robustesse à 2. Et alors, j'ai pas pu vous passer les témoignages, mais on a beaucoup de témoignages dans ceux qui s'en sortent, dans nos adhérents, des gens qui vont chercher finalement les liens avec leurs voisins, les liens avec des groupes de développement, des liens, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Hein. Ce genre d'endroits, c'est les endroits où on peut rencontrer des gens qui ont les mêmes besoins ou des besoins complémentaires et où finalement, en faisant des liens, en montant des solutions techniques, des solutions de commercialisation, des solutions d'organisation du travail, on va trouver plus de robustesse. Stocker est apparu aussi, à votre avis, stocker, plutôt performance classique ou plutôt robustesse ? Robustesse.
Ouais, robustesse aussi. Alors, on va à l'encontre du... On l'avait vu. Vous parlez de stocker quoi? Parce que si vous stockez des céréales, aujourd'hui c'est tellement aléatoire que vous pouvez stocker, donc investir dans le stockage et déstocker moins cher que si vous l'auriez livré en moisson. Ça fait 4 ans qu'on déstocke moins cher qu'au moment de la récolte. Voilà, oui. C'est plus stocker de l'eau ou des choses comme ça. Alors oui, pense. en effet, stocker... vous verrez que chaque réponse est équivoque. Il y a plusieurs façons de le voir. Stocker, ça apporte souvent de la résilience parce que l'un des soucis chez les céréaliers, c'est que vous êtes en cycle très court. Donc quand on est en cycle court, un aléa qui tombe une année, vous prenez toutes ses conséquences sur l'exercice de l'année. Alors que les éleveurs, nous on le voit, hein, quand il y a une sécheresse, ça va impacter les pâturages de l'année et les fourrages de l'année suivante. Donc en fait, ils vont lisser l'impact de la sécheresse sur 2 ans. Ils ont des fourrages de l'année précédente avec un peu de chance qui était correcte. Et du coup, l'année de sécheresse, ils vont être à cheval et l'année suivante, ils vont être à cheval. Alors quand les sécheresses commencent à se cumuler, ça peut poser des véritables soucis. Mais on voit que dans les systèmes qui stockent, ça peut être le fourrage, ça peut être les bouteilles, ça peut être un certain nombre de choses. Il faut voir la trésorerie. Il faut voir la trésorerie. Donc dès le départ, une exploitation qui est saine, ça ne pose pas de problème. Oui. Mais comme ça fait quelques années qu'on a de plus en plus d'aléas, la trésorerie disparaît. Oui. Donc stocker, c'est des frais financiers et c'est une incertitude de vendre mieux. Alors le stock, il faut le financer en effet, et c'est vrai que nous, de plus en plus, on conseille d'aller voir les banques pour qu'il y ait un financement du stock et un financement du fonds de roulement qui vous permet d'avoir finalement une anticipation de ce que va vous coûter le stock. Après, il y a la question de à quel prix on vend le stock. Et là, ça veut dire que le stock, avoir du stock se couple avec une stratégie sur la façon dont on le met en vente. Et si on est... Parce qu'il y a des soucis dans pas mal de systèmes de céréaliers, c'est que c'est pas vous qui faites votre prix de vente. Et quand on ne fait pas son prix de vente, on ne réfléchit pas tout à fait pareil à la façon dont on produit. Et c'est un des points sur lequel... Alors là, je vous mets tous les mots... mais un des points sur lequel vous pouvez aussi travailler, c'est comment s'assurer un peu mieux. Alors, on n'est pas dans un monde... Mais comment essayer de mieux maîtriser son prix de vente. Alors, on peut penser à tout ce qui est vente directe, mais on sait que c'est des systèmes bien particuliers qui demandent là aussi du temps, des compétences, donc tout le monde ne peut pas forcément s'inscrire là-dessus, même si c'est une solution qui peut très bien fonctionner. Et après, pour mieux maîtriser son prix de vente, il y a d'autres solutions. Il y a les contrats, il y a le fait de monter des filières. Alors là aussi, c'est souvent, on commence par petit et on n'arrive pas toujours à valoriser l'ensemble des productions de l'exploitation par des filières valorisantes. Mais on peut penser à des filières AOP qui se sont montées, développées, des filières moutarde, des filières, voilà, où il y a eu une réflexion avec les acteurs de la filière sur les quantités, les qualités, les prix pour lesquels ça passait. Alors, ce n'est pas des solutions qui peuvent être généralisées, c'est pas magique, mais c'est par petits bouts comme ça qu'on se rend compte que ceux qui s'en sortent arrivent à maîtriser leur prix de vente et du coup produire pour commercialiser dans des conditions qu'ils maîtrisent mieux. Mais normalement, en céréales, c'est le boulot des OS de vous proposer un bon prix. Or, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que s'il y a du déficit, ils visent sur le prix moyen. Leur déficit, ils répercutent ça sur l'agriculteur. Alors qu'en théorie, parce qu'il faut quand même se spécialiser en prix de vente, c'est presque plus faisable à l'échelle d'un agriculteur. Eux, ils ont quand même des traders, ils sont au courant et ils ne font pas leur job. Alors, c'est un vaste débat. Après, travailler avec des OS, T'es sûr qu'on ne fait pas notre travail? Pas correctement. Le fait est que quand on travaille sur les marchés mondiaux et qu'on fait des commodités, on accepte que son produit, finalement, il est interchangeable avec des produits qui viennent de mer Noire, avec des produits qui viennent de l'hémisphère sud. Et on perd finalement les aspects origine. Il y a une qualité quand même de ces produits-là, mais c'est quelques critères très réduits. Pendant longtemps, on nous a dit faut monter en gamme, faut faire de la traçabilité, faut faire tout ça. Entre ce que vous venez de dire par rapport au marché de la mer Noire, par rapport au Mercosur, tout ça, finalement, ils en ont rien à foutre.
Alors oui, il y a un certain nombre la plupart des marchés au niveau mondial se fichent complètement de la traçabilité et du mode de production. Et donc, nos industriels qui achètent notre marchandise, quand même, c'est notre principaux débouchés, nous imposent certaines contraintes et les effacent complètement quand, au moment du prix, de la fixation du prix, en disant « Ah ben non, de toute façon, j'ai moins cher sur le marché mondial ». Donc on s'aligne sur le marché mondial. En plus de ça, entre le prix fixé à Rouen et le prix fixé ici, on se tape les bases, qui sont importantes. En 15 ans de temps, elles ont doublé. En fait, l'économie, c'est l'offre et la demande. On peut raconter ce qu'on veut derrière. Mais il faut comparer la même offre et la même demande. Oui. Mais quand on vous fait faire une qualité qui n'est pas valorisée derrière dans les débouchés parce qu'on vous compare à tout le reste, parce que nos industriels et la grande distribution la tuent, tuent notre qualité. On peut amener un peu d'eau au moulin quand même, parce que bon, nous on est ouest, il faut bien que la France, il faut quand même qu'elle exporte 50% de sa production de lait. Et on fait quand même exporter. Et on peut dire que quand on a des années à 34-35 millions de tonnes de lait, on doit pouvoir exporter la moitié. Bon, il faut que je la finisse dans 10 minutes, donc je je propose qu'on ait ce débat débat après. Il n'y a pas de Mais souci. après, on ne vend pas du tout le même prix sur le marché intérieur qu'on va vendre sur le marché export. Bien sûr, oui. Le marché export, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous avez une cotation à Rouen, les frais de transport, oui, ils augmentent, ça on est d'accord, les bases, elles augmentent aussi. À un moment, quand on fait des filières, et avec Martin on peut en causer, et je pense qu'il en causera, on a quand même été, nous, à l'origine de ces choses-là, d'autres. Pour moi, c'est pas tellement un problème d'acteur, c'est le fait que c'est des débouchés sur un marché mondial qui ne permet pas de valoriser de la même façon et qui tire vers le bas. Et tant qu'il y aura le fait est qu'on soit excédentaire au niveau mondial fait qu'on doit s'aligner vers le moins 10 ans au niveau. Donc c'est pas la faute des acteurs, c'est plutôt cette logique. De l'interprofession. À réfléchir à plusieurs. L'organisation de l'interprofession. Mais je propose que je continue et qu'on... Il faut surtout pas les perdre, les débouchés. Ouais. Je vais prendre quelques exemples du coup. Alors j'avais des diapos sur la trésor, on l'a déjà un peu évoqué, pour montrer à quel point chez les céréaliers, finalement les variations d'EBE posaient un problème actuellement. Donc ici vous avez les variations d'EBE sur les 7 dernières années. On voit qu'on a été de 118 000 € par actif à 25 000, à 26 000 quand on était au plus bas. Auquel cette EBU doit à la fois permettre de faire face aux annuités qui sont restées relativement stables, même si elles ont un petit peu augmenté suite aux très belles années de 21 et 22. Ça a moins explosé que ce qu'on avait pu voir après des très belles années en 2012 et ce qui avait posé des problèmes quand le marché s'était retourné. Il faut faire face aussi aux prélèvements privés. On voit que là aussi, ils avaient un peu augmenté suite aux 13 belles années. On peut espérer que ce soit aussi pour faire de l'épargne de précaution à titre privé. On avait alerté en tout cas nos adhérents sur la nécessité de le faire. Et la différence des deux, entre les ressources, c'est-à-dire l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, et les besoins que sont les annuités et les prélèvements privés, c'est la marge de sécurité. Donc finalement, c'est la trésorerie que vous dégagez qui permet de faire un peu d'autofinancement et de venir grossir le fonds de roulement pour faire face aux besoins nécessaires. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette marge de sécurité, elle avait été pour la première fois depuis 10 ans importante en 21 et 22, et que finalement, ce que vous aviez pu mettre de côté sur ces 2 très belles années a été entièrement consommé sur les années suivantes, et c'est ça qu'on ressent aujourd'hui. 25 n'a pas été une année catastrophique au niveau économique, mais en termes de trésorerie, elles sont siphonnées et il n'y a plus aucune marge pour payer finalement les factures d'appro. Et c'est vraiment les situations compliquées qu'on rencontre aujourd'hui. Alors face à ça, pour donner quelques messages d'espoir, on se rend compte que les céréaliers qui s'en sortent le mieux, on regarde le quartile de ceux qui ont les meilleurs résultats courants moyens sur les 5 dernières années, ils travaillent sur plusieurs axes. C'est des gens qui arrivent à avoir une grande efficience de leur charge OP.
donc engrais, semences, phyto, particulièrement l'engrais ces dernières années, hein, mais ils arrivent à mettre un tout petit peu moins d'engrais que les autres et pourtant à avoir des rendements bien supérieurs. Et ce n'est pas un effet potentiel des sols, parce que quand on fait des sous-groupes en fonction du potentiel, on retrouve les mêmes écarts. Donc ça, c'est l'aspect agronomie, suivi de ces parcelles, technicité. Donc on sent vraiment un vrai effet, et c'est pas tellement la dose qui fait l'efficacité, c'est vraiment plutôt la technique. Ensuite, on a donc ça, on peut réagir vite. Par contre, c'est le bonhomme ou la bonne femme, donc c'est pas si facile que ça à changer la technicité. Mais on peut vite s'ajuster, il n'y a pas de problème de délai. Après, ce que je vais décrire en plus, il y a un problème d'inertie. Il y a les charges méca qui sont très très importantes. Elles flirtent donc dans notre groupe le moins performant avec les 600 € hectare. Elles sont un tiers plus basses chez les plus performants. Ce dont on se rend compte, c'est que la méca, c'est une charge. Alors il paraît qu'il ne faut pas en parler, que ça fait peur aux interlocuteurs d'en parler aux agriculteurs. Je pense qu'il faut qu'on parle de la méca. C'est une charge qui a complètement explosé et on voit qu'il y a des leviers pour dépenser moins en méca. Les leviers, ça peut être de s'organiser à plusieurs, de faire vieillir le matériel. Le matériel, parfois, on vous fait des promos pour acheter au même prix un tracteur qui fait 30 chevaux de plus, mais après, c'est pas la même consommation, c'est pas le même prix pour changer les pneus, enfin voilà. Il faut voir sur le long terme combien vous coûte votre matériel et vraiment expertiser ça parce que c'est une démarche de programme. Dans la méca, vous mettez ceux qui sont irrigants, tout ça, il y a toutes ces charges-là aussi Non, il n'y a pas l'irrigation dedans. Alors si, le matériel d'irrigation. Oui, ouais. Après, il n'y a pas beaucoup d'irrigation dans la région. On est après la Bretagne, on est la région qui irrigue le moins. On n'a pas le même climat. Et après, il y a la productivité. Donc la productivité à prendre avec des pincettes, parce que je ne vais pas vous pousser à aller très très loin forcément dans l'agrandissement, parce que l'agrandissement, il ne faut pas le faire à n'importe quel coût, mais on voit par contre des surfaces qui sont trop petites pour en vivre en céréales. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un hectare de 65% dans nos quartiles, avec de la SCOP par UTH, qui a 160 hectares par UTH chez les plus performants, quand elle est que de 102 chez les moins performants. Donc là, il y a un effet, alors voilà, productivité du travail qu'il faut multiplier par des rendements en plus. J'ai mis quelques diapos sur la méca, mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer en détail dedans, mais ça c'est pour vous illustrer les écarts de charge de méca sur l'ensemble des céréaliers de la région. Et c'était aussi pour vous illustrer qu'on n'a pas tellement, il y a un peu une idée reçue que plus on est grand, plus on dilue les charges méca. En fait, on ne le voit pas dans les exploitations. On exclut peut-être, il n'y a pas de très... là, on voit qu'il y a des charges méca jusqu'à 1400 € l'hectare chez les plus petits. On ne voit pas ça chez les plus gros. Mais la moyenne des charges méca, elle est aussi importante chez les gros que chez les petits. Donc, on n'observe pas cette dilution automatique. Au niveau des systèmes structurellement plus stables, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de systèmes qui, si on les regarde sur un temps moyen, arrivent à être plus stables que les systèmes céréaliers classiques. Là, je vous ai mis les bio et des gens qui étaient en polyculture. Alors là, très polyculture élevage, parce qu'on a mis des gens qui étaient céréaliers, éleveurs bovins et éleveurs de volailles. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a des effets stabilisateurs. Chez les bio, c'est beaucoup dû au fait qu'ils sont très très économes et donc ils vont avoir beaucoup moins l'influence de l'inflation sur leur système que les céréaliers conventionnels. Alors, ils ont eu des accidents parce qu'ils sont partis d'un même système que les conventionnels sur la commercialisation, c'est-à-dire on produit tant qu'on peut, sans se demander s'il y a les débouchés en face. Largement encouragé par le gouvernement là-dessus. Donc il y a eu un vrai problème de décalage entre offre et demande pendant un an ou deux. Ça s'assainit un peu ces derniers temps. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a moins de prise de risque parce qu'il y a moins de sorties d'argent à chaque campagne et que finalement, sur le moyen terme, ils ont plutôt des résultats plus stables qu'en conventionnel. Après, il y a certaines conditions pour bien réussir, entre autres sur la cohérence du système et le fait que, par exemple, vous voyez qu'il y a il y a plus d'aides, mais il y a aussi plus d'autres activités parce que souvent, ce qui fonctionne bien en bio, c'est l'équilibre culture-élevage
qui va permettre de trouver des synergies et de garder de la matière organique dans le sol et de mettre des fourrages dans la rotation, et que c'est à ces conditions-là qu'on arrive à aussi garder des rendements corrects. Parce qu'il faut quand même faire des rendements quand on est en bio. Côté polyculteur-éleveur, un des effets très stabilisateurs, c'est le fait d'avoir de l'élevage de volailles. Avec l'intégration, c'est un système où finalement les risques sont assez bien partagés entre les éleveurs et les industriels. Et on se rend compte, nous, sur les systèmes, que c'est avec beaucoup moins d'aléas que les autres. Là, en plus, dans cet exemple-là, ils ont cumulé les très beaux résultats sur les bovins viande, qui sont un peu l'exception qui confirme la règle. Je vous aurais montré quelques années précédentes, les bovins viande, c'est des systèmes très stables, mais on avait beaucoup de mal à gagner sa vie. Donc j'en aurais pas forcément fait la promotion il y a quelques temps. Là, c'est vrai qu'avec la décapitalisation et le manque d'offres pour faire tourner les abattoirs, on a des prix qui sont vraiment rémunérateurs et intéressants. Un des points sur les bio que j'avais illustré ici, c'est qu'ils ont beaucoup plus de différences dans le prix qui est proposé au bio qu'en conventionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir des acteurs qui peuvent avoir des fonctionnements classiques sur les prix bio et d'autres qui vont être beaucoup plus en discussion avec l'aval de la filière. Et donc, il va y avoir une sécurisation du prix. Alors ça va avec un cahier des charges, mais ils vont proposer finalement, même au pire moment, ils arrivaient à proposer 50 € de plus la tonne parce qu'il y avait une valorisation et des signatures tripartites avec les industriels, voire le distributeur. Donc finalement, on a eu une plus grosse démarche d'un certain nombre d'acteurs en bio pour aller chercher des prix plus stables en fait. En lait. Alors, si on bascule sur l'élevage, c'est beaucoup plus stable qu'en céréales, je vous le disais. Malgré tout, les laitiers ont eu entre autres à essuyer pas mal de sécheresses dans les années 19, 20, 21, et qui ont fini par affecter leurs résultats. Donc finalement, on a eu quand même une recherche pour aller stabiliser entre autres les achats d'aliments, qui peuvent vite être très dommageables dans ces systèmes-là. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, ils avaient été baisser leur chargement, baisser aussi le nombre d'animaux élevés, en baissant le nombre d'animaux improductifs, de façon à pouvoir assurer l'autonomie fourragère, y compris dans les années de sécheresse quand elles étaient multiples. Ils ont augmenté leur stock fourrager aussi. Donc là, je vous décris la moyenne, hein, pas seulement les meilleurs. On le voit vraiment dans un grand nombre d'exploitations. Et finalement, grâce à ça, ils arrivent à une meilleure robustesse de leur système. Tout ça en parallèle en ayant augmenté le lait par vache et en ayant augmenté le lait par hectare. Donc ça n'a pas été dommageable à la productivité, mais vraiment ça a été concentrer ces moyens là où ils étaient les plus efficaces. Et alors c'était aussi un moment où la viande n'était pas, là ça va que jusqu'à 2022, la viande n'était pas très bien payée, donc il n'y avait pas grand intérêt à élever, et finalement on avait une recherche de meilleure optimisation. Alors tout a son revers, et peut-être qu'aujourd'hui certains ont trouvé qu'ils élevaient plus suffisamment de génisses quand il y avait des épizooties comme celles qu'on a traversées ces 2 dernières années, et qu'il fallait parfois remplacer des animaux qui étaient malades ou voilà, qui produisaient moins par des génisses. Certains se sont trouvés un peu en limite de système, mais malgré tout on se rend compte qu'ils se sont adaptés et qu'aujourd'hui on a des systèmes qui fonctionnent mieux dans un climat plus contraignant. J'ai plus que 3 minutes. Je vais finir peut-être avec les laitiers en disant que, mais ça c'est vrai pour tous les élevages, on a la chance dans la région d'avoir des élevages qui sont vraiment basés en lien avec le sol, et finalement ce qu'on aimerait voir, c'est que ça fait une synergie et que ça rend chaque atelier plus efficient. En fait, c'est pas vrai pour tous les polyculteurs éleveurs. Il arrive que chez un certain nombre de polyculteurs éleveurs, il y ait une personne qui s'occupe de l'élevage, une personne qui s'occupe des cultures, et qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges entre les deux. Ce qui fonctionne bien, c'est s'il y a un raisonnement vraiment intégré entre les deux élevages. Qu'est-ce qu'on produit pour la ration ?
comment on valorise les effluents, comment on va aussi rechercher à ce que les pics de travail se compensent bien, etc. Et dans ce cas-là, dans ces élevages qu'on a appelés couplés, on a une meilleure marge sur les deux ateliers. On a une meilleure marge en lait, on a une meilleure marge en culture. Souvent, ils sont moins productifs sur les deux ateliers. Par contre, comme ils vont être plus économes, en fait, la marge dégagée économique sur les deux, elle est supérieure. Et ça, quel que soit le contexte, qu'il y ait des prix importants voilà, sur un atelier ou l'autre, ce qui va être recherché aussi, c'est de ne pas changer tout le temps son fusil d'épaule. Donc de ne pas se dire, quand les céréales sont porteuses, je vends les céréales et du coup, c'est mon atelier élevage qui va souffrir. Voilà, c'est vraiment chercher une certaine stabilité dans la stratégie. J'ai plus de minutes du tout, donc je ne vais pas vous parler de la viande. Peut-être qu'on aura un temps de questions après. Mais ce que je voulais vous dire en conclusion, c'était que la notion de performance, elle s'adapte finalement à ce qu'on traverse. Aujourd'hui, on a un monde de moins en moins lisible. Donc il faut peut-être accepter d'avoir des coûts qui sont liés à la stabilité, tout comme on prend une assurance. Je ne vous ai pas parlé des assurances, mais il y a certaines choses qui ne vont pas avoir une rentabilité aussi importante qu'un projet qui pourrait rapporter plus vite et plus rapidement, mais qui vont vous apporter de la stabilité, de la visibilité, et que ça a de la valeur finalement. Et donc, à l'exemple des stocks qu'on prenait tout à l'heure, financer ça pour financer de la stabilité, ça vous donnera aussi alors des effets économiques, mais des effets sur le stress, des effets sur les relations avec les gens qui vous entourent, vos interlocuteurs de la filière, et finalement pour la durabilité de votre exploitation, c'est complètement central. Voilà, j'ai dû zapper un certain nombre de choses, mais on a un temps de questions. Je ne sais pas s'il est tout de suite ou après les autres interventions. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup. Donc une première séquence de conférences. Les questions, on les prendra à l'issue des 3 conférences. On va partager la parole à Martin Lechenet de l'Alliance Bourgogne-Franche-Comté, qui est directeur du pôle data. Bonjour et qui nous propose donc une conférence, une intervention diversifiée pour produire des services environnementaux valorisables dans les filières à valeur ajoutée. C'est tout bon, ça partage. Alors c'est bon. Nickel, On merci y est. beaucoup. À vous, Bonjour Martin. à tous. Alors merci Mathilde, moi je trouve que c'était une super introduction et puis on voit le panorama en plus avec des chiffres régionaux que moi j'avais pas du tout, donc merci pour tout ça. Les grands messages que je retiens, c'est une fois encore, et comme vous le savez, on l'a vu avec la partie élevage, diversifiée. C'est sûr que c'est la source la plus efficace en termes de robustesse des exploitations. La robustesse, c'est l'enjeu de demain si on veut garder nos fermes et les transmettre. Il y a aussi une notion de transmission, de valeur des exploitations qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder là. Mais quand on diversifie une exploitation, quand on diversifie les sources de revenus sur l'exploitation, on donne aussi de la valeur à l'exploitation et en termes de reprise, ça compte également. Donc moi, je travaille pour une union de coopératives agricoles de Bourgogne-Franche-Comté qui a bien compris il y a déjà quelques temps que la diversification, c'était l'enjeu de demain, alors qu'on parle d'agri-énergie, il y a Jean-Luc ici qui porte ce sujet, ou de nouvelles cultures, Hervé vous en parlera juste après. L'autre point important, c'est que diversifier, il y a une forme de prise de risque technique quand on diversifie, et on est convaincu que quand on travaille collectivement, et la coopérative est le bon lieu pour ça, on porte le risque aussi collectivement. Donc une coopérative qui marche bien, c'est une coopérative qui donne à ses adhérents la possibilité de porter le risque collectivement, et donc de faire en sorte que ça se passe mieux que si l'adhérent le portait seul. Si ce n'est pas le cas, alors la coopérative n'a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que quand on questionne ça, il faut vraiment toujours questionner l'intérêt de bosser collectivement et la perte d'indépendance qu'on a à travailler collectivement par rapport au fait de prendre le risque seul. S'il y a un gain, il n'y a pas de sujet. S'il n'y a pas de gain, alors en effet, ça remet en question le rôle de nos structures. L'autre point qui a été évoqué, c'est on ne choisit pas son prix de vente. C'est vrai que la filière agricole est particulière pour ça. Et ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'un projet collectif qu'on a monté en se disant quand on diversifie, il y a une corrélation entre diversification et valeur environnementale des exploitations. Et aujourd'hui, on a quand même un déficit de protectionnisme de la part de notre politique agricole pour protéger nos filières agricoles. On s'est dit, soyons acteurs de ce protectionnisme, travaillons avec toute la chaîne de valeur, et on s'est inspiré d'une démarche que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle C'est qui le patron, qui a été portée par Nicolas Chabagne il y a quelques années. Le principe, c'est quoi? On interroge toute la chaîne de valeur, on regarde un petit peu les coûts de revient de chacun, les marges pour que tout le monde s'en sorte, et en fait on essaye de fixer un prix juste qu'on valide collectivement jusqu'au consommateur qui doit payer la différence.
Donc c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Vous dire qu'on avait historiquement une approche très verticale. En gros, je caricature, hein, un fournisseur qui vient fournir les engrais, la COP achète les engrais en masse pour les adhérents, bah, le fournisseur il tire la couverture à lui, la COP dit bah non c'est trop cher, c'est moins. Avec ses clients, son meunier, j'ai pris l'exemple de la meunerie ici, à dire bah attends, faut que tu me payes un peu plus cher le blé, là ça va pas. Ouais mais attends, la farine, je la vends pas très cher. Et en fait, c'était que une réflexion verticale où chacun tire la couverture à lui. Là l'objectif c'est d'avoir une réflexion horizontale et de se dire attends, nous on va calculer. On a pris le carbone comme porte d'entrée parce que le carbone, c'est quelque chose de mesurable sur l'exploitation. Aujourd'hui, on a des outils pour le faire. Et c'est un des premiers services environnementaux qui aujourd'hui a été monétisé, c'est-à-dire derrière lequel on peut mettre des euros. Et on a dit, tu veux décarboner la meunerie. Pour décarboner la meunerie, tu ne peux pas faire sans les agriculteurs. On en reviendra après. La part du blé dans le paquet de farine. D'ailleurs, est-ce que vous savez à peu près ce que ça représente en termes d'empreinte carbone? 1 kg de farine, c'est quoi la part de l'empreinte carbone du kilo de farine qui provient du blé qui la compose? Combien? 20. Beaucoup plus. C'est 85 à 90%. En fait, ce qu'on appelle le scope 3, en gros, un meunier qui veut décarboner sa farine, il pourra mettre des panneaux solaires sur ses bâtiments, passer ses camions à l'oléosan ou au biogaz, changer tout son process. Il jouera que sur 10 à 15% de son empreinte. S'il ne bosse pas avec l'amont agricole, il ne décarbonera jamais sa farine. Donc si vraiment on met ça en avant, il doit travailler avec les agriculteurs, ça c'est un point très important. Donc c'était de se dire, finalement quand je veux décarboner, ça veut dire que je mets en place des pratiques. Or je dois en mettre en place pour être plus robuste, notamment en diversifiant. Mais derrière, combien ça coûte concrètement à l'agriculteur de le faire? Et si je devais répercuter ce coût sur la tonne de blé, combien le meunier devrait me donner en plus pour que ce soit viable dans le temps? C'est ça qu'on a fait. Et donc du coup, le meunier, lui, il est censé ensuite vendre sa farine à l'acteur de la transformation suivante. Donc on s'est dit, on va aller avec toi. Si tu es d'accord avec nous, on va payer ce blé X euros tonnes en plus. Je ne fais pas de faux suspense. On va ensuite voir ton client et on lui explique pourquoi pour toi, il faut que tu vendes ta farine plus chère pour aller ensuite jusqu'au consommateur. Donc finalement, tous les maillons de la filière doivent être impliqués pour financer cette décarbonation. Ça illustre ce que je vous ai dit avant. On travaille via notre union de commercialisation Cerevia avec un certain nombre de clients, des meuniers, des triturateurs, des malteurs, des amidonniers, des éthanoliers. Regardez à chaque fois la part de l'amont agricole, donc de ce que vous faites dans vos parcelles, sur l'empreinte carbone du produit. Donc sur le malt, vous voyez que c'est 70%, les meuniers, je vous disais 85%, 70% sur le malt, parce qu'il y a un coût énergétique au passage quand on malte, qui fait que ça réduit un petit peu la part de l'orge du malt. Et regardez sur l'éthanol, c'est vrai aussi parce que du coup, on fait déjà de l'amidon et ensuite on fait fermenter pour produire l'éthanol. Donc en fait, plus le process est consommateur d'énergie, moins la part de l'amont agricole est importante. Je crois que l'exemple extrême, c'est la bouteille de vin. Le verre qui compose la bouteille, il y a une grosse empreinte carbone, donc ramené au litre de vin, finalement la part de production du raisin, donc l'empreinte carbone du raisin au champ est beaucoup plus faible sur le produit fini. Mais en règle générale, l'agriculture, on pèse beaucoup là-dedans et donc les clients se doivent de travailler avec l'amont agricole s'ils veulent demain décarboner leur process. Alors pour faire ça, il faut fixer des objectifs. Quand on va voir des clients, ils nous disent bah oui mais attendez, vos agriculteurs ils changent de pratique, vous dites que c'est bien pour eux par rapport au changement climatique, à leur robustesse, mais finalement comment vous allez évaluer ça? Parce qu'en gros si c'est vous qui faites votre calculateur puis que vous nous sortez des chiffres, ça va bien, vous êtes un peu jugé parti. Puis finalement, quels objectifs vous vous donnez? Moi, je m'engage avec vous, je finance. Vous me demandez de m'engager sur le long terme parce que l'agriculteur, il ne va pas investir pour un an. Et du coup, qu'est-ce que j'attends, moi, de l'agriculteur en termes de décarbonation que je vais pouvoir revendiquer, moi, dans ma chaîne de valeur? Si moi, je dois décarboner ma farine, je la décarbone de 10, de 15, de 20, de 30. Et donc, finalement, on s'appuie sur des cadres réglementaires connus et on se dit, on est capable de s'engager sur un pourcentage de réduction de l'empreinte carbone à l'horizon 2030. Ça implique de mettre en place des leviers techniques sur l'exploitation. Et en contrepartie, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de cadrer les choses et on a fait le choix du label bas carbone. Alors pourquoi? À l'époque, on nous disait le label bas carbone, c'est compliqué, c'est une usine à gaz, c'est des gros modèles qui doivent tourner. Ouais, mais l'avantage du label bas carbone, c'est que c'est quelque chose qui prend l'ensemble de l'exploitation et donc on regarde toute la ferme d'un coup. Or, quand on a une réflexion stratégique, on l'a pas sur une parcelle où on se dit tiens, je vais mettre du colza en biocarburant, de BSBS, réglementation européenne, puis je ne réfléchis pas le reste. On réfléchit l'ensemble de l'exploitation, et donc le label bas carbone nous allait bien pour ça. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il est reconnu par l'État, et donc derrière il y a une notion de labellisation,
Et nous, ça nous allait bien, parce que derrière, l'inquiétude des clients, c'est de dire, si vous nous vendez du blé décarboné, et qu'après vous allez vendre des crédits carbone à une autre filière, bah en fait, vous vendez 2 fois la valeur. Et l'avantage de cadrer le truc et de labelliser, c'est que d'une certaine manière, on sécurise aussi nos clients sur le fait que la décarbonation qu'on leur attribue, on ne va pas la revendre une deuxième fois. Ça, c'est un point important. À une époque, on s'est dit, on en parlait avec nos adhérents, on disait, est-ce que vous voulez qu'on vende des crédits carbone? Puis il y en a beaucoup qui étaient contre. Et ben non, c'est du greenwashing. On va vendre du crédit carbone à la Poste, à la Farge, ça n'a rien à voir avec la chaîne. Donc en fait, ils vont acheter un droit à polluer en s'appuyant sur l'agriculture. Donc très vite, on s'est rendu compte que ce système-là ne nous convenait pas. Et donc on a fait le choix de travailler avec nos clients pour que finalement ce soit la filière qui finance la décarbonation. Mais le but est quand même bien au final que ce soit le client qui paye. Donc après, quand on parle de mise en place de leviers, on a une réflexion en 3 temps. Ça veut dire que, Mathilde l'a dit tout à l'heure, la diversification, diversifier les cultures sur son exploitation, ça passe par un schéma de réflexion globale sur sa ferme. On repense complètement, on parle de reconception. Ça, c'est le concept ESR. Quand on parle de changement sur une ferme, ce concept, il est très intéressant parce qu'on parle d'efficience, substitution, reconception. Et le but, c'est de travailler les 3 niveaux, mais pas dans le mauvais ordre. Optimiser un système qui structurellement n'est pas viable, c'est une connerie. Il faut déjà commencer par penser la diversité, les équilibres. Ben voilà, j'ai de l'élevage sur l'exploitation. Est-ce que les cultures fourragères que je fais sur la ferme peuvent avoir un intérêt agronomique pour les cultures céréalières que je vais avoir derrière? Donc comment je couple les deux? Bon bah ça, on est dans la reconception. Ensuite, tiens, je mets de l'urée. Ça fait un moment que ça me titille de passer sur de l'ammo parce que je sais que c'est plus technique. Bon ben, en termes d'empreinte carbone, ça améliore les choses. Donc on peut lier les deux. Mais là, pour le coup, on ne change pas vraiment la stratégie globale, on substitue une forme d'azote par une autre. Et puis ensuite, il y a cette notion d'efficience. Je vais piloter. On le voit d'ailleurs dans les charges, dans tes flux performants, on voit qu'il y a aussi cette notion d'efficience des intrants. Sur la fertilisation, je me rappelle d'un moins 14%. Ça veut dire qu'on est aussi capable d'amener la bonne dose au bon moment, et donc le pilotage technique compte énormément. Donc ça rentre aussi en ligne de compte quand on veut travailler ces sujets décarbonation. Et donc si je fais une petite photo d'une exploitation de Bourgogne-Franche-Comté, on a des systèmes aujourd'hui, encore pour beaucoup, mais qui fonctionnaient jusque-là relativement simples, colza, blé, orge, et puis dans d'autres secteurs, le maïs est plus présent. Le but, c'est globalement d'aller vers une réduction de ces cultures-là, qui vont rester quand même majoritaires, mais globalement on va réduire, au profit d'un certain nombre de cultures de diversification. Je mets aussi les couverts plurispécifiques dans le lot, mais voilà, il y a une notion quand même de réduction de la part des cultures majoritaires qui, de toute façon, trouve pas mal de problématiques à l'export. Aujourd'hui, la France a besoin de entre 15 et 20 millions de tonnes de blé. On en produisait historiquement 30 à 35. On a plein de marchés qui se ferment et puis en plus qui ne sont pas satisfaisants en termes de rémunération. Est-ce que ça vaut encore bien le coup de mettre autant de blé pour aller le vendre à contre-marge sur les marchés internationaux? C'est une vraie réflexion, en tout cas, c'est une réflexion du long terme. Aujourd'hui, Hervé vous en parlera, il y a d'autres filières qui arrivent. Aujourd'hui, c'est sûr, elles ne sont pas aussi solides que les filières historiques, mais si on ne se met pas dedans, on n'y sera jamais. Réflexion autour de la gestion des effluents, exportation des pailles, on prône plutôt la restitution des pailles, la gestion des résidus de culture, Les engrais minéraux, à partir du moment, il y a un certain nombre de projets, je pense au projet Meta, l'idée derrière c'est d'avoir une logique de circularité des matières organiques. Quand je ramène du digesta, je ramène de la matière organique à ma parcelle. Il y a différentes formes de matières organiques, il faut les caractériser, mais en tout cas ça se travaille. En tout cas, il y a une partie des engrais minéraux qui, à terme, on peut substituer par des amendements organiques et ça aurait un intérêt et agronomique et pour l'empreinte carbone de l'exploitation. Et puis enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, la notion de pilotage fin de la fertilisation qui est aujourd'hui un gros poste de charge et d'empreinte carbone sur l'exploitation. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, la fertilisation azotée, c'est 75% de l'empreinte carbone d'une ferme. Bien entendu, on ne livre pas du carbone sur le pont bascule comme on livre une benne de blé à la moisson. Le carbone, ça se calcule, et donc on a une chaîne de collecte de ces facteurs d'émission, puisque du coup, l'empreinte carbone, c'est quoi? C'est à chaque fois que je vais mettre un engrais, à chaque fois que je vais passer un outil, à chaque fois que je vais mettre un intrant quel qu'il soit, une semence par exemple, j'ai un coût carbone. En gros, moi, le moyen mémotechnique que je donne aux agris quand on en parle, c'est tout ce qu'il vous faut pour calculer une marge sur votre exploitation, ça a un coût carbone. Ce qui a un coût en euros a un coût carbone, mais c'est des tonnes équivalent CO2 qu'on met derrière.
Ensuite, l'intérêt de l'agriculture, c'est qu'il y a une notion de séquestration. L'agriculture, elle n'a pas juste à réduire ses intrants et son empreinte, elle peut aussi augmenter sa biomasse produite et ses restitutions de matière organique et donc améliorer sa séquestration. Ça, c'est un moyen d'améliorer son carbone net. Donc il y a deux points d'entrée pour une ferme pour aller chercher de la valeur. Et ça, c'est un point qui est particulier de l'agriculture et de la forêt. Il n'y a aucun autre secteur qui peut décarboner avec ces deux axes-là. Donc on a mis en place une chaîne de traitement de données, où bien sûr on parle de traçabilité. Alors quel est l'intérêt de faire ma traçabilité? Aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée à remonter de la traçabilité d'une certaine manière. On vend de la donnée 5 minutes. Merci, ok. On vend de la donnée à nos clients. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On se branche de manière automatique aux outils de traçabilité, quels qu'ils soient. On récupère le consentement de l'agriculteur, ça nous ouvre le robinet. On branche ça sur nos silos de données brutes. Là, on va travailler à transformer ces données pour avoir de la donnée élaborée. La donnée brute, c'est quoi? C'est vos données de pratique, un passage de déchômeur, un passage de phyto, un passage d'engrais avec une dose. Et la donnée élaborée, c'est quoi? C'est le calcul du facteur d'émission associé à ce passage. Donc il faut bien faire un calcul intermédiaire pour ça. Donc ça, on le fait de manière automatique, en utilisant des outils qui sont reconnus. Et puis ensuite, derrière, on va travailler avec l'agriculteur sur des changements de pratique. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il n'y aura pas de rémunération, en tout cas c'est plus difficile, on peut arriver à le travailler, s'il n'y a pas de changement de pratique, parce que c'est le gain de carbone qui fait qu'on peut aller chercher des euros associés à ça. Alors il y en a qui vont me dire, ouais mais moi, ça je l'ai fait il y a 10 ans, j'étais vachement avant-gardiste, pourquoi aujourd'hui je ne trouve pas une valorisation? Alors c'est pas tout à fait vrai, on arrive à aller valoriser un écart à une situation de référence. En gros, notre idéal demain, avec nos clients, mais ça on l'évoque couramment avec eux, c'est de se dire il faut à la fois qu'un agriculteur il soit valorisé pour ce qu'il a déjà mis en place par rapport à une référence locale, et pour ce qui lui reste à parcourir, parce qu'on peut toujours s'améliorer et aller gagner du delta de progression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le but c'est de travailler les deux. C'est surtout pas ignorer ceux qui sont les premiers à mettre en place des leviers, à aller porter des projets en disant bah non, t'as déjà fait le boulot avant, donc toi t'as plus rien à aller chercher là-dedans. Et donc, par rapport à ce que je vous ai dit, comme on arrive au bout, la logique c'est de dire, on a pris 25 agriculteurs, vous irez voir sur le stand, il y a Emma qui a participé à ce travail-là. On a pris 25 exploitations qui se sont engagées dans une trajectoire bas carbone. Bien sûr, elles avaient un projet pour la ferme, elles n'ont pas fait ça pour le carbone. Mais on en a profité pour faire un bilan carbone sur ces exploitations. On a caractérisé la situation initiale, on a caractérisé la situation d'arrivée, on a calculé la marge cheminette, donc en intégrant bien entendu la mécanisation avant et après, et on a redivisé ça par le nombre d'hectares et par le nombre d'années d'engagement. Et ce qu'on trouve, c'est que sur une exploitation qui se diversifie et qui met en place les leviers que je vous ai montrés, c'est un coût de 187 € par hectare et par an qui est le coût technique de la décarbonation en Bourgogne-Franche-Comté. Et ce coût-là, on le divise par le rendement moyen des secteurs de nos coopératives dans l'Union, et ça nous fait un prix du blé qui devrait être de 30 à 35 € supérieur au prix de base. Donc c'est la valeur de la prime carbone qui est demandée à nos clients. Ça, on le présente à tous nos clients. Et on a déjà des meuniers qui nous ont acheté des tonnages à ce prix-là, 30 € tonne. 3500 tonnes de blé à peu près qui ont été vendues comme ça. L'idée c'est, on ne nous a jamais contesté, et ça je trouve ça très important, et les clients pourraient le dire, on les a fait venir il n'y a pas longtemps, on ne nous a jamais contesté le mode de calcul. D'ailleurs, les données anonymisées, on peut les fournir si on veut challenger un petit peu le calcul de cette valeur. Mais derrière, ce qu'il faut, c'est que le client, il arrive à vendre ensuite sa farine décarbonée, et qu'à la fin, ce soit payé par le consommateur. Donc, vous avez l'ensemble des cultures et la valeur revendiquée, mais il y a aussi une notion de temps d'engagement. En gros, on dit à notre client, vous ne pouvez pas, si nous on fait des efforts de décarbonation pour vous avec une valeur objective, vous ne pouvez pas nous dire j'y vais cette année, j'y vais pas l'année prochaine. Donc en plus, c'est 30 € tonne, mais avec un engagement minimum de 5 ans, qui correspond au temps en plus de suivi dans le cadre du label bas carbone. Donc pour nous, c'est la cohérence la plus totale. Quand on fait une transition technique sur une ferme, c'est pas sur un an qu'on apprend à faire diverses cultures un peu techniques dont Hervé vous parlera tout à l'heure. Où il y a beaucoup de risques d'échec, notamment les premières années. Souvent, c'est par essai-erreur qu'on arrive à mettre en place une nouvelle culture sur la ferme. Je me rappelle encore des réglages de batteuses sur les camines. Il y avait de gros échanges là-dessus. Forcément, la première année, t'es pas au point. Ça, c'était un point important. On a des clients qui nous disent « Oui, mais nous, attendez, l'agriculture, c'est toujours trop cher. Dès qu'on va mettre des ronds dans l'agriculture, on ne sait pas ce qu'on va récupérer en termes de décarbonation. On a plus vite fait de travailler sur la rénovation de nos bâtiments, le changement de nos modes de transport, le changement de notre sourcing d'énergie. » Et bien ça, en fait, c'est faux. On a fait le calcul par rapport à France Stratégie et le coût à la tonne équivalent CO2. Donc on ramène tout en tonne équivalent CO2, puis on regarde ce que ça coûte. Et on l'a comparé à la stratégie du 30 € tonne
pour 20% de décarbonation, et on voit que ça coûte 155 € la tonne d'équivalent CO2. Conclusion, on est tout à fait compétitif par rapport à d'autres axes de décarbonation qu'un client aurait pu prendre. On a vu des clients qui nous ont dit, moi j'ai une enveloppe de temps, et je vais la mettre là où je vais choper le plus de points de décarbonation possible. Eh bien, c'est pas déconnant du tout que de les mettre chez les agriculteurs. Et puis enfin, je voulais dire, on a parlé carbone parce que c'est une très bonne porte d'entrée et parce que quand on parle monétisation d'un service environnemental, le carbone est un bon axe, aujourd'hui est reconnu et il y a un cadre méthodologique derrière. Et bien entendu, nos clients, ils ne s'arrêtent pas au carbone. On a des clients qui ont des sensibilités diverses et variées. D'une part, on essaye de les sensibiliser aux réalités agricoles aussi, parce que des fois, on nous pond des éléments de cahier des charges qui ne sont pas du tout cohérents par rapport aux réalités terrain. Donc c'est aussi notre rôle de remonter ça. Mais d'un autre côté, on est capable de leur dire, au-delà du calcul des réductions d'émissions et de la séquestration, on est capable de vous produire tout un tas d'autres indicateurs qui vont aller avec. J'ai terminé. C'est terminé. Et donc, cette chaîne de traitement de données que je vous ai montrée, elle est essentielle. L'avantage, c'est qu'elle se fait au niveau de la COP, sans envoi de données chez des clients à l'extérieur. Et il y a une forme de confiance et de mise en commun de ces données-là à l'échelle de la COP. Et pour moi, c'est un axe de valorisation supplémentaire de demain, qu'il ne faut pas ignorer. J'en ai terminé, je laisse la parole à mon collègue Hervé. Merci beaucoup Martin. Martin reste avec nous, donc conservez bien vos questions. Mathilde, Hervé et Martin resteront avec nous pour pouvoir répondre à vos questionnements, vos interrogations et éventuellement étayer des informations qu'ils nous ont partagées. On passe la parole à Hervé Martin, même boutique, Alliance Bourgogne-Franche-Comté, responsable agronomique et filière, avec une intervention sur les nouvelles cultures innovées pour s'adapter. Bonjour à toutes et tous. On va essayer de faire la conclusion des interventions de Mathilde et de Martin. Alors, au niveau de l'Alliance BFC, donc, comme Martin l'a dit, on est plusieurs, on travaille sur l'échelle régionale et une grosse partie de l'activité, c'est quand même 80% de l'activité, c'est de travailler sur les grands fondements dont vient parler Martin, donc les cultures que l'on a classiquement sur nos régions. Et, ça occupe 80% de notre activité. Puis on a une activité de diversification, la data, et puis la partie où nous, aujourd'hui, on vient travailler un petit peu ces projets dits de nouvelle culture, cette innovation pour essayer de s'adapter à ce qu'on vient de dire, parce qu'on est typiquement dans l'enjeu du changement climatique, et on voit bien que Mathilde l'a montré tout à l'heure, une grosse partie des difficultés, c'est cette adaptation qui fait face à nous. Et depuis 2020, 2018, on va dire, avec le premier problème de colza, on s'est posé cette réflexion au sein de l'Alliance. Et puis en 2020 jusqu'en 2022, dans le cadre d'un plan de relance, on a un de nos collègues qui a travaillé dessus et qui a travaillé à la projection justement de l'influence de ce changement climatique. Et montrant que sur notre région, à terme, 2050, 2070, 2100, des grosses variations pouvaient intervenir sur nos productions. En moyenne entre 12 et 15%, mais sur les cultures fourragères ou cultures de printemps, on pouvait avoir des variations de 25%, des pertes de potentiel de 25%, mais qui s'amplifient à l'effet de l'année. Donc on s'est posé la question depuis 2020 de se dire, essayons de penser peut-être d'autres systèmes et en même temps que de les penser agronomiquement, essayons de les voir en termes de débouchés, puis d'avancer en commun, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc dans ce cadre-là, je ne sais pas sur quel bouton on appuie, ouais c'est celui-là, c'est bon. On a mis en place depuis 2020 au sein de l'Alliance 2 plateformes dédiées à ces nouvelles cultures, très spécifiques. Une qui est en plaine, qui est sur Ezray, terre de fond avec du potentiel, on a même la possibilité de pouvoir irriguer. Et puis une dans une situation complètement différente, un autre contexte pédoclimatique, Jour-les-Baigneux, petite terre à cailloux, pas de réserve utile, on est à 500 mètres d'altitude, on a des effets du climat beaucoup plus bas. Et on a essayé, en gros, parallèle depuis 2020, de mener à peu près la même chose, sauf un pôle qu'on n'a pas pu faire, et vous comprendrez tout de suite, c'est le pôle des fruitiers, qui à Jour-les-Baigneux s'adapte globalement pas, on ne peut pas le faire, donc on a fait le choix de ne pas avoir de fruitiers là-haut, on a des fruitiers que sur Ezray. Mais donc depuis 2020, on a aujourd'hui testé plus d'une trentaine d'espèces. Alors comme disait Martin tout à l'heure, et ça c'est important, c'est qu'on apprend par erreur, par échec, et puis par choses qu'on ne sait pas faire. Donc on a pu éliminer ou améliorer au fur et à mesure dans nos petits tests agronomiques certaines cultures, et puis de dire il y a du potentiel ou pas. Donc vous voyez, sur ces plateformes, on a quand même utilisé plein de choses. On a parlé aussi de culture fourragère, parce que tout à l'heure on parlait de
la résilience et de l'autonomie fourragère sur les exploitations, c'est un énorme enjeu à venir. Et on sait que ça sera des choses qu'on va encore devoir travailler par rapport à ça. On a parlé un petit peu de fruits rouges, c'était difficile, on n'est pas allé beaucoup plus loin qu'un peu de framboise sur ces parcelles-là. Une multitude d'annuels, je vais revenir dessus, et notamment tout ce qui peut se faire, et vous verrez derrière, autour des protéines, parce que les protéines végétales, il y a un vrai enjeu dedans, et donc légumineuses, protéagineux. Un sujet plutôt de culture qui venait du sud, qu'on connaissait, qui sont les plantes aromatiques et médicinales. Donc on a essayé ces cultures-là. Et puis donc un projet plutôt autour de l'arbre, fruitier ou agroforestier, où on a testé une multitude d'espèces et où on est encore en train de faire évoluer les choses. Et ça, c'est des choses qui avancent parce que notre région, à l'inverse par exemple du Val-de-Loire, du sud-ouest ou du sud de la France, par rapport à ces fruits, globalement, ce n'est pas notre genèse. On n'a pas dans nos structures d'exploitation cette orientation-là. On voit des grosses pôles de production que vous retrouvez dans les grandes zones que je viens de vous dire. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une attractivité peut-être à avoir des productions ici et des opportunités. Je vais vous présenter notamment de marchés qui s'ouvrent. Donc, les projets fruitiers, ils ont commencé en 2020 autour d'une table où on a été traité un petit peu de fou furieux parce qu'on a commencé à parler d'abricotier, parce que la production d'abricotier dans le sud de la France, elle est vraiment en difficulté. Pas mal de choses qui se posent, notamment perte de production, grosse concurrence très précoce avec les pays espagnols, et puis bon, des choses qui se faisaient tuer. Donc on a commencé à mettre quelques abricotiers sur la parcelle, et force est de constater que, ça a bougé un tout petit peu, mais peu importe, mais qu'on a planté 40 arbres, pas grand chose, 40 arbres, 10 variétés, c'est simplement pour voir un petit peu ces notions d'adaptation au climat, différentes précocités, comment ça se joue. Et bien depuis 2 ans, aujourd'hui on récolte de l'abricot de manière progressive, on est rentré petit à petit dans ce cycle de production intéressante. On est en train d'apprendre aussi à la maîtrise du verger, parce que ça c'est pas évident. Je suis pas issu de l'arboriculture au départ, moi je suis à grande culture, donc je connaissais pas trop, mais de monter un peu en connaissance et en compétence autour de ça. Et on voit qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec des effets très fluctuants d'une année sur l'autre. Même si vous progressez, vous voyez bien que les variétés, là je vous montre les premiers résultats qu'on a obtenus, ça a mieux répondu évidemment l'année dernière qu'il y a 2 ans, mais on voit qu'il y a des effets un petit peu assez variables, et ça nous montre peut-être l'approche variétale de ces cultures. Donc ça c'était 2020, 2021, on y est allé, et puis au fil des discussions, notamment avec des partenaires, on a eu l'opportunité d'aller plus loin autour des fruitiers, et notamment de mettre en place, et on finit de l'implanter aujourd'hui, je viens d'avoir un message à l'instant, c'est un verger multi-espèces, multi-fruits qu'on va faire donc sur la plateforme d'Ezray, où là on va intégrer la notion d'avoir des pommes, et puis pas simplement des pommes à couteau, mais des pommes à jus, parce qu'il y a une multitude de débouchés autour de la pomme. On peut faire de la compote, on peut faire des jus, on peut faire de la pomme de bouche, il y en a des jaunes, il y en a des bicolores, il y en a plein de choses, donc il y a plein de types de marchés un peu différents. On a rencontré en plus plein d'acteurs autour du secteur. On a aussi cette notion de verger de pommes à jus, un petit peu plus extensif, qui existe, où il y a des volontés, parce que le marché du jus de fruits est en difficulté. Vous avez peut-être tous entendu parler notamment de la problématique autour de l'orange, qui est assez compliquée. Puis la pomme est assez attractive par rapport à ça. Des possibilités autour de la poire, qui existent aussi, parce qu'il y a une vraie demande de réaxer un petit peu les objectifs autour de la production régionale. Et puis on a voulu aller plus loin sur nos abricots. J'avais 40 arbres, c'était pas grand chose, donc 10 variétés. Là on est venu en rechercher les 4-5 qui nous paraissaient les plus pertinentes, et on essaye de les mener en façon verger, mais vraiment verger, parce que jusqu'à présent, l'avantage de cette parcelle, c'est que on va penser travail, temps de travail, coût d'installation, gestion de l'eau avec ça. Quand on était sur un petit verger, on n'avait pas ces notions, on n'arrivait pas à les récupérer. Là, à cette taille-là, on commence à être dimensionné pour approcher quelque chose qui se rapproche vraiment de la fonction de l'agriculteur et avoir des prix intéressants. Donc, quand on regarde, ce projet il est en construction parce qu'il y a une vraie demande. On a des multi-partenaires qui sont là. On a rencontré les PAT, on a rencontré des gens qui sont des acteurs locaux de la distribution des fruits. Et on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se clarifier. Maintenant, il faudra pouvoir construire ensemble les filières. C'est compliqué, donc on a une adaptation sur les pommes qui nous semble agronomiquement très pertinent. On a tous vu un petit peu des pommes dans ce secteur-là. Ça a un souci, le fruit,
c'est qu'on a un vrai souci de gestion de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on en a parlé tous, hein, tout à l'heure Mathilde le disait, on aura besoin de venir clarifier ces productions autour de la gestion de la main-d'œuvre qui va être importante parce que c'est assez différent. Il faut pouvoir la gérer de manière particulière. Elle est saisonnière, mais elle est aussi annuelle. Donc c'est des choses qui peuvent se faire dessus. On aura besoin d'aller clarifier les variétés selon les débouchés. Et là, des connaissances, notamment d'adaptation des porte-greffes, c'est tout bête. Mais, il y a pour la même variété, vous avez une multitude de porte-greffes qui s'adaptent selon le type de sol. Donc on est en train de travailler tout ça. Et on aura un autre enjeu, et j'en reparlerai tout à l'heure, c'est la gestion de l'eau. Parce que qui dit arbre, et qui dit de toute façon toute production végétale au bout du compte, c'est qu'il y a une nécessité d'avoir une ressource en eau disponible pour pouvoir gérer. Un arbre, type pommier, c'est 1000 à 1200 mm d'eau par an de besoin. Donc il faudra pouvoir couvrir, sachant que sur la région, on est plutôt selon les secteurs, entre 600 et 800 mm d'eau de pluviométrie. Donc il y a bien un delta à aller chercher. Projet abricotier qui aussi avance, une production qui est beaucoup plus déficiente en France, avec une incertitude agronomique qui est marquée. On a besoin de caractériser ces variétés de plus en plus pour bien voir comment elles s'adaptent à la région, parce qu'il y avait une orientation très sud jusqu'à présent. On est en train de travailler des choses intéressantes parce qu'en fait, il y a une gestion notamment du froid et de la gestion des risques de gelée tardive de printemps qui est importante. Quand j'appelle gelée tardive de printemps, c'est celle du mois d'avril, début mai, hein, les fameux seins de glace qu'on connaît tous, qui nous posent pas mal de problèmes. Plus une adaptation à certains ravageurs. Des besoins en eau un petit peu plus limités. Alors pour les débouchés, on voit que le marché pour la pomme, il est très diversifié, je viens de vous en parler. Il y a plusieurs partenariats qui sont à l'étude et qui sont intéressants à voir en termes de construction parce que selon le débouché, le business plan n'est pas le même. L'investissement non plus n'est pas le même. Sur l'abricot, le marché actuellement il est un peu plus aléatoire parce que je dis, on a une grosse pression notamment des marchés du Sud. Mais il y a plusieurs partenariats qui sont en discussion à notre niveau. Et potentiellement, il y a des choses intéressantes à aller chercher autour de cette culture. Donc quand on le regarde aujourd'hui, on va y aller doucement, parce que c'est pas simple, faut pouvoir le faire, et c'est typiquement le type d'atelier de diversification qui doit se faire dans ce que disait Mathilde tout à l'heure, peut-être en se mutualisant, pour pas être tous ensemble sur la même chose, parce qu'on parlait de gestion de main-d'œuvre, de temps. Le coût à l'hectare d'un verger, c'est pas le même coût qu'évidemment d'implantation d'un blé. On va de 40 à 60 000 euros de l'hectare, donc porter ça, c'est important, avec des fruits qui arrivent au bout de 3-4 ans, donc il y a un temps de blocage de trésorerie qui peut être important, mais on voit bien que c'est des choses qui peuvent se faire ensemble. On gère de la main-d'œuvre, mais on gère aussi du temps de travail partagé, du matériel partagé, et on se met à l'échelle, et là on peut porter sur des projets. Donc les projets qu'on a aujourd'hui, potentiellement c'est 30-35 hectares autour des pommiers dans un premier temps, 5 hectares autour des abricotiers et des poiriers qui pourraient se travailler. Et à l'horizon, un peu plus loin, on parlera des 10 années à venir, potentiellement sur le secteur, on peut penser 500-600 hectares de pommiers, 50-60 hectares de poiriers, à peu près une trentaine d'hectares d'abricotiers qui pourraient se faire sur le secteur. On commence à peser sur une activité assez sérieuse, avec des partenaires que je vous ai cités, avec lesquels on travaille aujourd'hui. C'est Terre d'Azur, c'est Nectar, c'est Boiron, ça peut être des gens comme Mistral, c'est Bluewell, c'est Foulon-Sepagli, qui peuvent être des gens avec qui on discute aujourd'hui. Ils sont présents dans la salle pour certains d'entre eux, et on est en train de travailler sur ces modèles-là. Sur les fruits, en fait aujourd'hui il va falloir qu'on trouve des producteurs intéressés, trouver cette complémentarité à être plusieurs, parce que 15 hectares ça peut se faire, les faire tout seul, ça va être très compliqué. Donc travailler dessus, penser à la ressource de proximité en eau, parce que c'est important. Et puis, cette notion de gestion de main-d'œuvre va devoir penser à envisager les besoins quotidiens et saisonniers. Alors, on est allé plus loin, je vais continuer là-dessus, sur les plantes aromatiques à parfum. C'est des marchés qui étaient hyper intéressants, agronomiquement parlant. Là, quand on parle de gestion de l'eau, tout va bien, parce que ça pousse dans des petites terres à cailloux, ça n'a pas de besoin, ça va bien. Par contre, la taille du marché, il est tout petit, vraiment tout petit, très aléatoire. Pourtant, ça fonctionne. Ça demande à être transformé, à le trouver. Mais aujourd'hui, à part répondre sur des petites superficies, c'est assez compliqué d'aller chercher ce marché-là, même s'il est très intéressant et valorisant. Mais, agronomiquement parlant, c'est là où j'ai eu toutes les réponses possibles. Que je sois en plaine, que je sois en plateau, ça marche. On sait faire du thym dans nos régions, il n'y a aucun problème. On sait faire du romarin. Ça, c'est des herbes aromatiques,
des aires de Provence. On sait le faire. La problématique, c'est que avec 150 hectares en France, vous avez couvert le besoin du marché. Donc c'est petit. Alors où on travaille soi-même et on pense un peu d'auto-commercialisation, mais ça demande des tailles petites. Où on a quelques partenaires, là je veux en citer deux, mais avec lesquels on a travaillé, mais vous voyez que ça représente 4, 5 hectares potentiels maxi sur la grande région. C'est pour la coriandre une dizaine d'hectares, pour le fenugrec aussi une dizaine d'hectares. Je parle de fenugrec pour la graine, pas simplement pour l'aspect fourrage. Et vous voyez bien que ça peut marcher, mais là, vraiment l'échelle est très petite. Concernant les annuels, on a travaillé donc les fourrages, mais surtout toute la démarche, et je vais passer dessus assez vite, liée aux protéagineux. On a un vrai enjeu protéines végétales dans les années à venir. On en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'histoire de l'élevage, et Mathilde, tu le redisais. Donc on a cherché tout ce qui pouvait être haricots, fenugrec, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, et ainsi de suite. On l'a fait. Donc des échecs multiples. On n'est jamais arrivé à produire correctement du quinoa, par exemple. Pourtant, il y a une filière, mais nous, on n'est pas arrivé. Ici, c'est difficile. Par contre, de la lentille, on voit bien qu'aujourd'hui, ça peut être super intéressant sur un marché. On parle de légumes secs. Par contre, on a des effets de yo-yo. Les marchés sont pour l'instant assez petits. C'est des filières assez étroites. Ce que disait Mathilde, c'est typiquement ça. Donc, il faut qu'on arrive à le construire. Pourquoi on fait le yo-yo? Là, parce qu'on a un défaut de maîtrise agronomique sur un grand nombre de ces cultures, où on passe trop facilement de à peine une dizaine de quintaux à 25 quintaux, ce qui est le cas cette année, ce qui fait qu'on déséquilibre très fort le marché, parce que c'est des cultures qui ne sont pas où on peut travailler génétiquement. La lentille, la variété, elle date de 1966, c'est Anicia, et puis depuis, quand on cherche de la nouveauté, c'est pas simple. Donc on est en train de penser peut-être changement d'itinéraire technique, décalage de date de semis, on le voit bien. Le pois chiche, c'est un super enjeu, c'est super intéressant, on a une demande autour du pois chiche, ça a bougé il y a 3-4 ans. Le problème aujourd'hui, les inoculums qui servent à la fixation de l'azote par la rhizosphère n'existent pas sur nos régions et on a un vrai déficit par rapport à ça. Donc on travaille notamment avec l'INRA sur ces résultats. Même chose sur la févrole de printemps, sans tanin, sans vicine, ni convicine, où là on a des marchés pour la protéine végétale et les farines associées à du blé notamment, qui pourraient être intéressantes à développer et à travailler dessus, et on travaille de manière importante. Donc on voit, on est en travail de partage, ça fait souvent, on est engagé dans plusieurs pôles d'évolution, notamment sur la févrole avec Terrinuvia pour travailler les essais implantation de printemps sur la débouchée alimentaire, de variétés de printemps implantées à l'automne pour voir comment elles se comportent. Même chose sur la lentille, où on est sur un projet engagé au niveau de l'Europe qui s'appelle Optileg, où avec l'INRAE et les ADANGE, on travaille à cette notamment tolérance au stress hydrique et au froid. Donc ça c'est hyper important pour travailler la nouveauté. Pareil sur le projet de pois chiche, où on travaille la mise en place de production liée à l'inoculation, donc de tests d'inoculum, et c'est compliqué d'avancer sur les inoculums. Et pour finir, je voulais simplement dire deux choses. Il y a un vrai enjeu. Toutes nos productions, c'est l'enjeu eau. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est qu'on ne pourra pas produire demain si on n'a pas cette notion de gestion et je dirais efficience de l'eau. Donc on a mis en place un démonstrateur à Givry pour aller travailler cette notion d'amener le bon millimètre au bon endroit. Donc c'est la mise en place de ces démonstrateurs sur nos cultures. C'est important parce qu'on vient voir un système irrigué, je dirais de manière assez conventionnelle, goutte à goutte, non irrigué. Et donc on le travaille avec une vraie efficience sur l'impact sol, temps de travail, coût de l'installation. Et on vient le modéliser avec la carte que vous avez en bas, là, à droite de votre carto. C'est pour chacune de nos cultures, avec le travail qu'on a fait depuis 2020, on vient mettre un modèle agroclimatique de chacune de nos cultures sur ces modèles-là. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui en potentialité de régionaliser ou de voir où est-ce qu'une culture peut bien s'adapter sur notre secteur. Donc là, on l'a fait pour l'exemple, par exemple, du maïs grain, on pourrait le faire sur le pommier. Dire voilà, si j'ai pas cette ressource en eau, si j'ai pas ce type de terre-là, ça fonctionne ou pas. On l'a fait sur de la noisette, on l'a fait sur la cameline, on est en train de le faire sur toutes nos cultures qu'on a définies aujourd'hui, parce que cette notion de ressources et de besoins agroclimatiques, c'est l'enjeu à venir pour nos cultures. On ne pourra pas penser fruitier, on ne pourra pas penser diversification si demain il n'y a pas un peu d'eau. Il n'y a plus aucun verger en France pour faire l'aléa climatique eau qui ne se construit sans avoir un apport d'eau. Donc là, on aura un vrai
enjeu à créer tous ensemble, cette notion de dire je peux faire ces productions-là si à proximité j'ai une ressource en eau. Tout à l'heure Mathilde disait 2% de la superficie de la région est irrigable, 1% est irrigué, donc c'est faible, et on est en tête de bassin, et c'est pas simple de retenir de l'eau, voire on est plutôt en train de nous dire qu'on en aura moins. Donc il y a un enjeu, c'est que notre souveraineté alimentaire et la localisation, la relocalisation de nos productions ne passeront que parce que demain on aura une possibilité d'avoir une ressource en eau disponible. C'est un patrimoine, l'eau est un patrimoine, et l'agriculture, par rapport au plan eau, a bien été reconnue comme d'utilité publique par rapport à ça, et cet enjeu, ça sera de valoriser cette eau le mieux que possible. Voilà, merci. Merci beaucoup Hervé. Merci à tous les trois pour vos interventions qui se font écho les unes aux autres et qui se complètent. Beaucoup de matières partagées ce matin, beaucoup d'informations, il y a eu des interventions, il y a peut-être des questions aussi. Des questions ou un partage, un retour d'expérience. Oui. Bonjour, j'aurais une question sur la première intervention. Je crois que vous aviez une slide qui s'appelait « Que faire des marges en bovin viande ». Est-ce que vous pourriez... en fait, elle est passée très vite par manque de temps. Est-ce que vous pourriez peut-être revenir dessus? Merci. Alors, c'était marge en termes de marge de sécurité. C'est vrai que depuis quelques années, on voit que les résultats en bovin viande se sont largement améliorés. On peut enfin, je dirais, parce qu'il y a eu vraiment des années compliquées. La question, c'est maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, nous, on avait une réflexion au sein du CERFRANS pour accompagner les adhérents en se disant qu'on pouvait investir dans l'exploitation. Ça va parfois être le premier réflexe, parce que certains investissements ont été différés. Mais ça nous semblait aussi intéressant, et il y a un certain nombre d'adhérents qui ont l'air d'aller dans ce sens-là, c'est éventuellement de réduire un peu la voilure en termes de nombre de vélages par actif. Parce qu'on se rend compte que sur certaines exploitations, il y a une saturation qui va avec de la fatigue et qui va avec une moindre maîtrise technique. Du coup, ça, en termes de robustesse, on met l'exploitation en danger. Parce que la santé physique et mentale de l'éleveur ou de l'éleveuse sont en danger. Parce que aussi, quand on tire trop sur les animaux, les bâtiments, etc., c'est là aussi qu'on est plus fragile. Et on voit se réduire parfois par manque de suivi la fertilité, la productivité, ce genre de données plutôt techniques. Donc, alors c'est pas vrai pour toutes les exploitations et il n'y a pas un seuil universel. Le seuil, il va dépendre de la personne, il va dépendre de ses objectifs, il va dépendre aussi de ses bâtiments, de son cheptel, de son parcellaire. Mais avoir une réflexion sur quel est le bon niveau de saturation, c'est intéressant et voilà, on voit cette réflexion-là chez les éleveurs. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rebondir? Oui. Oui, j'aurais juste une question à madame. Vous parliez de surface minimum en grande culture. Est-ce que vous pourriez les quantifier en sachant que c'est zone pleine ou zone... enfin, je suis en zone plutôt pleine. Pour vous, quelle est la surface minimum aujourd'hui en grande culture pour avoir un revenu? Alors là aussi, ça dépend des potentiels des sols. Et nous, on a un peu de tout. Hein. On a des gens qui n'ont que 50 hectares par actif. Alors, certains, ça passe. Parce qu'en fait, ils vont déléguer, ils vont avoir aucun matériel et à la limite, ils vont travailler ailleurs. Donc ça passe. Mais pour ceux qui veulent en vivre, alors il faudrait... c'est un peu progressif et puis ça dépend de plein de choses. Mais en dessous d'une centaine d'hectares, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué ces dernières années et bon, il y a beaucoup de paramètres, hein, mais c'est vrai qu'on se rend compte que malgré tout, la productivité du travail, c'est un des axes majeurs pour... et après, c'est pas toujours suffisant. Là, je vous donne un seuil très bas, mais c'est pas toujours suffisant. Et en fonction des cultures que de l'assolement. Alors,
collègues ont beaucoup parlé des diversifications. C'est compliqué cette question de la diversification des cultures. On se rend compte que ça apporte de la robustesse, mais qu'il y a eu aussi un peu des catastrophes liées à des rendements très très mauvais. Sur la plaine, on a eu du choix. Sur les plateaux, on a très peu de choix. Et donc, on voit le colza reprendre des parts parce qu'en fait, vous avez testé plein de choses sur les plateaux pour le remplacer. Et finalement, on n'a pas trouvé beaucoup plus sécurisant. Ouais. Et en plus, derrière le colza, derrière toutes les grosses cultures, en fait, il y a de la recherche, il y a de l'accompagnement et les techniciens ont fait des travaux super pour rendre le colza plus robuste. On voit, avec des solutions et du savoir qui a circulé, ce qui n'est pas le cas sur les petites cultures. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... J'aurais une autre question, parce que aujourd'hui, en grande culture, la rentabilité est moindre. Pourtant, dès lors qu'une ferme se libère, ça vaut de l'or. Alors, est-ce que c'est par rapport des capitaux extérieurs qui sont plus agricoles? Parce qu'aujourd'hui, reprendre des fermes, vous bossez, si vous voulez bien vous voir, il faut travailler 25 ans avec des cours normaux et des rendements normaux pour payer la ferme. Oui. Or, avec les aléas qu'on a, et pourtant, il y a une déconnexion entre la valeur du foncier et sa rentabilité. Voilà. C'est un peu une valeur refuge, le foncier, pour vous, mais aussi pour d'autres acteurs. Donc, il y a une déconnexion. Mais on ne le voit pas qu'en céréales. Moi, je pense au vin. Franchement, aujourd'hui, on a beau vendre très cher la bouteille de Bourgogne, pas sûr que ceux qui achètent des hectares en ce moment s'y retrouvent. En plus, il y a un peu un phénomène de bulle. Voilà. C'est une valeur refuge parce qu'on fait le pari que ça ne perdra pas de valeur. Donc peu importe ce que ça rapporte pendant la carrière, à la fin on s'y retrouve. Mais ce vieil adage de vivre pauvre, mourir riche, est-ce qu'on a encore envie de ça? Donc il faudrait sans doute un rééquilibrage de plus de résultats pendant la carrière et moins d'effets, un peu de spéculation, de placement liés au foncier. Mais voilà, on n'a pas, pour agir sur ça, c'est compliqué. J'aurais juste une deuxième question pour Martin, parce que ce que je ne comprends pas, aujourd'hui le blé est payé grosso modo 165-170 €. Or, le prix du pain est défini avec les prix de blé on va dire de l'Ukraine, quand les montées, on va dire prix moyen de 150-280. Oui. Donc quand le prix du blé monte, le pain monte. Et or, pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à payer, je serais que 200 € à l'agriculteur, puisqu'on était sur des bases, on va dire, de 240-250 €. C'est ça que je ne comprends pas. Vous prenez la bière Kronenbourg, le pack de 24 était à 10,50 €. Il est passé à 16 €, soi-disant, c'est le verre, donc le contenant ne vaut plus rien, le contenu ne vaut plus rien, et c'est le contenant qui fait le prix du produit. Donc ça peut pas, enfin quelque part, ça ne peut pas aller. Tout à fait. Je pense que l'explication, elle vient du fait que, voilà, on a des marchés internationaux sur lesquels on ne sera jamais compétitif. Si je prends l'exemple de la Russie, vous parlez de l'Ukraine, mais la Russie c'est pareil, ils sont capables de proposer du blé à la moitié de notre coût de revient. Enfin, c'est même pas la peine, on n'y arrivera jamais. Je veux dire, il y a un moment, il faut que, justement, cette notion, souvent on pose la question, quand je fais la présentation que je vous ai faite ce matin, de la taxe, vous savez, de carbone aux frontières. On nous dit, mais on est encore en train de nous taxer les intrants parce qu'on met de la réglementation supplémentaire en Europe, mais par contre, derrière les productions agricoles, il n'y a aucun protectionnisme sur ce qui rentre. C'est à nouveau l'incohérence qu'on constate. Ça veut dire qu'il y a un moment, si on pose l'équation du problème, on dit qu'on veut réduire l'empreinte carbone européenne, améliorer l'empreinte environnementale de l'agriculture européenne. Il faut un moment, si on veut que l'agriculture reste compétitive, qu'on favorise nos marchés en priorité. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Je suis d'accord, la baguette de pain, je pense que le blé à 250 € tonne, il est viable sur un contexte français ou européen. Mais il faut qu'on le cadre, il faut qu'on évite de être pollué par des prix qui vont déstabiliser tout ça. Mais est-ce que la farine fait de tels yo-yo aussi? Puisque généralement, les grands groupes, ils écrasent... Ouais. Est-ce que la farine fait du simple au double? Non, je pense que c'est moins évident que ça. Il faudrait en parler justement, c'est un peu dommage, on a fait une grosse session il y a 10 jours où il y avait justement un gros acteur local qui est Jean-Philippe Nicot, qui bosse et avec de la boulangerie industrielle et avec de la boulangerie artisanale. Je pense que du coup il y a moins de fluctuations à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'on va rajouter le coût de l'énergie, et en boulangerie on sait que c'est un vrai problème, ce coût de l'énergie, ça crée une autre forme de volatilité. Après, justement, ces effets de yo-yo sur la farine... Je sais que c'est des métiers où de toute façon on parle de centimiers, les banques ont du mal aussi à financer ça.
c'est quand même des acteurs qui n'ont pas une très très grosse marge de manœuvre et des taux de rentabilité qui ne sont pas énormes. Après voilà, je ne connais pas suffisamment la meunerie pour pouvoir rentrer plus dans le détail, mais je sais que, en tout cas, lui, il nous achète 1000 tonnes de blé, ou 1500 tonnes de blé, en l'occurrence c'est le cas, c'est à peu près un train. Ça va lui coûter 30 € tonne en plus, donc 45 000 € en plus. Il ne va pas faire ça sur les 200 000 tonnes qu'il écrase chaque année, sachant qu'il ne vend pas sa farine, il ne peut pas. Donc il le fait parce qu'il met une pièce dans la machine, il lance le truc, mais derrière il faut qu'il y ait un relais. Idéalement, franchement, c'est ce qu'on prône, hein, il faudrait qu'on ait un appui réglementaire fort sur le carbone. Aujourd'hui, les filières décarboniques qui marchent, c'est le carbone réglementaire, c'est les biocarburants. Aujourd'hui, le gaz de la méta, il est vendu 3 fois plus cher quand il satisfait les réglementations RED 2, RED 3, ça va vous parler, ces choses-là. En gros, on doit prouver que le biocarburant produit à partir de cette biomasse est 3 fois meilleur que la référence gaz naturel type russe. Et donc c'est aussi vrai sur le diester produit à partir d'huile de colza ou sur l'éthanol pour les essences. Et en fait, ça a le mérite de dire on va bonifier finalement le tarif au niveau européen, et ça pour le coup c'est réglementaire, donc ça marche nickel. Aujourd'hui on a plus de demandes que d'offres, on engage les agriculteurs dans ces démarches-là, ils vont récupérer quelques dizaines d'euros à la tonne. Alors il faut se poser la question, si l'agriculteur gagne rien et que le meunier gagne rien, ils vont où les 1,30 € de la baguette? Sur toute la chaîne, il y a une notion de transparence, de découpage de tout ça, mais le coût de l'énergie sur une baguette, j'aimerais bien savoir la part justement de l'énergie dessus. Après voilà, il y a des frais financiers aussi qui ont augmenté. Aujourd'hui, les banques elles prêtent à des taux qui sont plus ceux qu'on avait avant. Donc c'est aussi l'intérêt de la démarche que je vous ai montrée, c'est d'avoir une forme de transparence de cette chaîne du début à la fin. Ils nous posent la même question, ils nous disent mais attendez, vous arrivez à acheter des tracteurs, comment ça se fait que vous tirez la langue comme ça? Donc on a la même question dans l'autre sens. En leasing. Ouais. Mais il y a quand même une notion, non mais on est d'accord, moi je trouve qu'il y a une notion d'évaluation qui est hyper importante. Quelle est la part des agriculteurs qui connaissent précisément leur coût de revient? Aujourd'hui, on le voit dans des groupes où on fait justement du benchmarking, ça a été évoqué, c'est-à-dire qu'on compare anonymement les agriculteurs les uns par rapport aux autres dans des contextes similaires, on le fait en lait, on le fait en production végétale, ça aide, parce que tu vois la marge de progrès réelle que tu peux aller chercher, parce que c'est tes voisins eux-mêmes qui arrivent à faire mieux sur ce critère, là où tu feras mieux sur d'autres aspects. Et en fait, ça, c'est quand même intéressant de le travailler. Donc, cette histoire d'évaluation et de coût de revient. Et ensuite, il y a une notion de transparence sur la chaîne. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut qu'on ait un cadre réglementaire beaucoup plus incitatif. Enfin, voilà, quand je dis mot protectionnisme, c'est bien ça qu'il faut, je pense. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter, Hervé ou Mathilde, sur ce que vient de nous partager Martin? Oui. Pour compléter ce que dit Martin, sur le lait et la viande, on voit que les choses ont pas mal évolué ces dernières années parce qu'il y avait une tension sur l'appro des acteurs. Ils ne vont pas tellement acheter à l'étranger en fait. Les acteurs français, ils s'approvisionnent en local et quand ils se rendent compte qu'ils vont avoir du mal à faire tourner leurs ateliers avec la production locale, à ce moment-là, ils sont prêts à mettre de l'argent et ils nous posent la question. Quel est le prix du lait qui permet que les ateliers qui font encore du lait soient toujours là demain? Donc mais tant qu'il n'y a pas cette inquiétude-là, et en grande culture, vous êtes encore dans une production qui est largement supérieure à la demande locale, en fait, c'est un rapport de force, la négociation. Comme le disait Martin, les marges ne sont pas énormes en agroalimentaire. On ne peut pas dire qu'il y a un acteur qui se gaffe par rapport aux autres. Mais c'est vrai que pendant le Covid, ils ont sans doute un peu compacté leurs marges pour ne pas répercuter toutes les hausses, parce qu'il y en avait sur un certain nombre de choses, toutes les hausses qu'ils ont dû subir. Ils ont compacté leurs marges, voilà, ils les refont. Et vous êtes en situation en termes de négociation, vous n'êtes pas en situation de force, quoi. Et ils ne sont pas inquiets. Donc, Merci Mathilde. Est-ce qu'il y aurait des réactions, des partages, des retours d'expérience, témoignages, ou tout simplement une question? Pas de questions? C'est qu'ils ont été brillants alors. Merci Hervé, merci Mathilde, merci Martin pour la mise en lumière que vous offrez ce matin sur la résilience des exploitations. Ils restent présents si vous souhaitez poursuivre les échanges auprès d'eux. N'hésitez pas à les interpeller. Et puis, nous vous remercions de votre présence à cette conférence. Merci beaucoup et belle journée sur le forum des opportunités.